Europe Soir. On en vient au face-à-face sur Europe 1, le débat d'Europe Soir. Entre Natacha Polony et Nicolas Bétou de l'Opinion. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. On est donc à 5 jours du premier tour, mais il reste seulement 3 jours de campagne. C'est bien qu'on peut sans doute le dire maintenant. Les débats de fond n'auront pas eu lieu. En tout cas, la présidentielle, pour la première fois, n'aura pas été un combat entre la droite et la gauche, combat classique. Pourquoi, à votre avis, Natacha Polony ? Est-ce que c'est parce que cette fois, on a un match à 4 ? Non, le match à 4 vient du fait que la configuration, notamment du vieux clivage gauche-droite, est en train d'exploser. C'est plutôt dans l'autre sens qu'il faut prendre les choses. Et pourquoi ? Tout simplement parce que nous arrivons au bout d'un cycle. Au bout d'un cycle qui est un cycle mondial, celui du développement de la mondialisation dont Alain Minc pensait qu'elle allait être heureuse. Bon, on s'aperçoit que ça n'est pas le cas. Et on s'aperçoit que ça a des conséquences directes sur la façon dont doivent être menés les choix en France. Et ce qui est intéressant dans cette campagne, c'est que on ne s'est pas posé la seule question qui valait pour une campagne comme celle-là, dans ce moment de basculement où on a vu Donald Trump qui est en train de remettre en cause lui aussi les règles de la mondialisation. La question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un président de la République ? À quoi il sert exactement ? C'est-à-dire, quelle est sa marge de manœuvre pour décider réellement de ce que va être l'avenir du pays en fonction du vote des électeurs ? Donc, quelle est la souveraineté de la nation ? De quelle indépendance réelle jouissons-nous ? Je prends un simple exemple. Quand nous vendons des armes, on ne va pas se flatter de vendre des armes, enfin de fait, c'est une des industries françaises. Et bien, quand nous vendons des armes, nous devons demander l'autorisation des Américains s'il y a un seul composant, même une micro-puce électronique, qui est fabriquée par les États-Unis. Bon, ça veut dire que, en fait, toutes les armes que nous avons vendues pendant ce quinquennat, c'était avec l'accord des États-Unis, et sinon, ça ne se fait pas. Point. Bon, de même, on pourrait parler de l'extraterritorialité du droit américain, des choses qui s'imposent à nos entreprises. Donc, quelle est la marge de manœuvre dont dispose un président, ou est-ce que ça va être un fantoche qui est là juste pour la décoration ? C'est ça la vraie question. Et la vraie question qu'on ne s'est pas posée pendant la campagne, sauf vous à peu près tous les soirs à ce micro. Mais, bon. Mais écoutez, dans la mesure où j'ai l'impression de prêcher dans le désert. Hashtag droit à la parole. Mais oui, ne vous inquiétez pas, Nicolas. Non, j'ai une vision assez largement différente de celle de Natacha. À la question pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de débat ? Il n'y a pas eu de débat pour plusieurs raisons, j'allais dire techniques. La première, c'est qu'il y a eu des primaires. Et ces primaires ont été des moments de débat, de vrais débats. Il y a eu de vrais débats à droite, même si les positions n'étaient pas totalement antinomiques les unes des autres, mais il y a eu des vrais débats. Et il y a eu des vrais débats à gauche. On dit beaucoup de choses ont tourné autour du revenu universel, pas seulement. Il y a eu beaucoup de débats sur une vision de l'économie et de ce qui était bon ou pas pour la France. Donc le débat, il a eu lieu, mais il a eu lieu au mauvais moment. Et pourquoi est-ce qu'il a eu lieu au mauvais moment ? Pour la deuxième raison technique, qui est que depuis le début, on a installé un scénario qui est logique, qui était que Marine Le Pen était au deuxième tour. Et que l'essentiel était donc d'être l'autre qui serait au deuxième tour. Et donc, la question n'a plus été « je vais débattre camp contre camp ». La question a été « comment est-ce que je fais pour agglomérer le plus large électorat possible en ayant cranté mon programme lors des primaires, je peux essayer de parler large et de ramasser le plus possible, de faire de l'attrape-tout ». On a un exemple très typique avec François Fillon qui avait été presque obligé d'amoindrir son programme, par exemple, sur la santé. On a eu aussi un exemple très spectaculaire avec Benoît Hamon, qui a lui aussi été obligé, nolens volens, de modifier son programme. Et donc, le fait que les primaires aient été des moments de débat et qu'ensuite, il fallait être celui qui serait en position de taper Marine Le Pen, si j'ose dire, on fait qu'il n'y a pas eu de débat au moment de la vraie présidentielle, dans la campagne présidentielle. Et surtout pas donc de débat droite-gauche. De mémoire, Natacha, 2002, le thème principal, c'était la sécurité. 2007, c'était travailler plus pour gagner plus. 2012, c'était mon ennemi, c'est la finance. Enfin, on se souvient d'un thème pratiquement à chaque élection. Là, il va rester quoi ? Il va rester cet éclatement total des configurations politiques, c'est-à-dire en effet l'idée qu'on ne peut plus continuer avec une fausse alternance. Mais le problème, c'est que évidemment les primaires, c'était une façon de replâtrer ce vieux système et d'essayer de le faire continuer jusqu'au bout. Simplement, nous sommes piégés par le fait que, non pas on avait décidé que Marine Le Pen serait au second tour, mais on n'avait pas décidé, on avait constaté qu'elle le serait. Mais depuis 20 ans,
on fait en sorte de laisser au Front National le monopole de l'alternative politique. Et le problème est là. Et tous les débats sont concentrés autour de la question de savoir si un tel fait le jeu du Front National ou ne fait pas le jeu du Front National quand il parle. Donc ça stérilise absolument tous les débats. Et on l'a eu même dans cette campagne. On voit ressurgir les attentats, donc le risque terroriste. Or, de quoi a-t-il été question pendant cette campagne qui pouvait légèrement toucher à ça, parce que quand même on a tous oublié qu'il y avait eu 230 morts, la question de la géopolitique. Et là, ça s'est résumé à une chose. Est-ce que vous êtes fan de Poutine ou pas fan de Poutine? Parce que si vous dites un mot pour dire qu'il faut discuter avec Vladimir Poutine, c'est que vous êtes fan de Poutine et que donc vous faites le jeu du Front National et que donc vous êtes dans le camp du mal. C'est une vision un peu réductrice de la géopolitique, me semble-t-il. Nicolas Bétou. Un thème s'est imposé, à mon avis, le dégagisme. Le dégagisme qui fait que, et François Hollande bien sûr, et Nicolas Sarkozy, et Alain Juppé, et Cécile Duflot, et Yannick Jadot, et Manuel Valls ont été dégagés. Et peut-être François Fillon le sera. Et donc, aujourd'hui, le thème qui a dominé la campagne, c'est le dégagisme, selon ce qui se passera dimanche prochain. Autrement dit, est-ce que François Fillon sera au deuxième tour? Dans ce cas-là, on pourra dire le système n'a pas complètement explosé et un parti de gouvernement a, entre guillemets, sauvé sa tête, sauvé sa peau. S'il n'est pas au deuxième tour, alors tous les partis de gouvernement auront été balayés, le dégagisme aura joué à plein. Voilà, le dégagisme, c'est ce qui restera de cette campagne, nous dit Nicolas Bétou. Merci beaucoup, merci Natacha. Le retour maintenant de François Clémenceau, bonsoir. Bonsoir Nicolas. François Clémenceau du Journal du Dimanche, la chronique L'étranger, l'édito étranger comme tous les soirs. Comment ne pas perdre une élection comme Hillary Clinton? C'est la question que vous vous posez puisqu'on est à moins d'une semaine, à 5 jours du premier tour de la présidentielle en France, et que vient de sortir aux États-Unis le premier livre qui raconte de l'intérieur les raisons de la défaite d'Hillary Clinton en novembre dernier. Et il n'est peut-être pas trop tard pour en tirer des leçons. Oui, ce livre d'enquête a été écrit par Jonathan Allen et Amy Parnes. Ce sont deux des meilleurs journalistes politiques américains. Ils avaient déjà publié en 2014 un premier livre sur Hillary Clinton lorsqu'elle était secrétaire d'État. Et à l'époque, l'un comme l'autre n'avait aucun doute sur sa capacité à devenir présidente des États-Unis. Sauf que la campagne 2016 aux États-Unis, comme la campagne 2017 en France, ne se sont que peu construites sur la capacité des candidats à présider. Le livre raconte à quel point Hillary Clinton a péché, comme en 2008, dans les primaires face à Barack Obama, par excès de confiance en elle-même, excès de confiance dans la machine du Parti démocrate, dans son formidable CV, dans la capacité des électeurs à être raisonnables plutôt qu'à exprimer leur lassitude. Elle aurait pu corriger le tir en tirant les leçons de son combat gagné au forceps face à Bernie Sanders. Elle ne l'a fait qu'à moitié et c'est ce qui explique en partie son échec face à Donald Trump. Alors voilà maintenant la question qu'on se pose du coup, François Clémenceau, qui en France pourrait être la nouvelle Hillary Clinton? Eh bien, on pense évidemment naturellement à François Fillon, bien que la situation soit différente dans la mesure où il se présente lui-même en candidat de l'alternance, mais il est tout de même handicapé par deux ressemblances avec Hillary Clinton. Comme elle, il croit que 30 années de mandat électif et des années d'expérience gouvernementale sont un atout majeur par rapport aux autres candidats. Sauf que la montée en puissance d'Emmanuel Macron, de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon prouve que près de 2 Français sur 3 sont attirés au contraire par un renouvellement de la classe politique. Et deuxièmement, comme Hillary Clinton avec l'affaire des emails, François Fillon pense que le Penelope Gate, les soupçons de corruption passive qui pèsent sur lui, pollue la campagne qui doit se jouer, selon lui, sur le programme et rien que sur le programme. Or, si Donald Trump a gagné, même de très peu, c'est en partie parce que les électeurs étaient aussi en colère contre le mensonge, la dissimulation, l'hypocrisie et le manque de transparence chez des candidats qui se croient intouchables. Est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait lui aussi être affecté par ce syndrome Hillary? Oui, et en bonne partie parce qu'il est, d'ailleurs avec un certain courage, le défenseur d'une Europe encore plus forte et d'une mondialisation qu'il veut seulement réguler, alors qu'il s'agit là, à tort ou à raison, de deux cause majeure de peur et de repli chez les Français. Comme Hillary Clinton, il veut être le candidat du changement, mais dans la continuité et non pas d'une rupture radicale, comme ses 3 concurrents. Le livre sur Hillary Clinton montre que la défaite à une élection est rarement due à un problème de personnalité, mais à la qualité ou à la médiocrité d'une campagne, et ses auteurs estiment que celle d'Hillary était pratiquement, pour ces raisons-là, perdue d'avance. Merci François Clémenceau. Donc les points communs entre la campagne américaine et la campagne française, avec une différence quand même, c'est que la campagne américaine, on connaît le résultat, alors que la campagne française, pas encore. Dans un instant, les médias, le Zap et Nicolas Canteloup.